bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Le 20 novembre, une journée dédiée aux droits de l'enfant, un cadre familial et apaisé. C'est ce que propose le village enfant SOS de Papara. Des tatis supervisent les fratries qui leur sont confiées. Le Covid fait son retour. Les variants sont plus contagieux mais moins sévères. Les autorités sanitaires recommandent aux personnes vulnérables de se faire vacciner. Nous vous dirons où dans un instant. La loi sur les substances vénéneuses promulguée en début d'année par la majorité Tapura a été abrogée, pas assez lisible, juridiquement fragile. Le ministre de la Santé promet une nouvelle version plus efficiente en début d'année prochaine. Nous en parlerons avec notre invité Philippe Catelin. Il préside le syndicat du chanvre et a suivi attentivement les échanges à l'Assemblée ce matin. Le congrès des maires a lieu en ce moment à Paris. Ce matin, les élus des Outre-mer ont échangé sur la question du coût de la vie et du foncier. 10 000 élus vont échanger pendant 3 jours. Nous serons en direct avec le maire de Bora Bora, Gaston Pongsang. Il nous dira si les questions polynésiennes ont été abordées. Et puis 2 médailles d'or en judo, 7 en argent et 7 en bronze. Les premières médailles tahitiennes pleuvent aux Jeux du Pacifique des Salomon. Nos envoyés spéciaux nous feront vivre l'émotion de la victoire. Le 20 novembre marque la journée mondiale des droits de l'enfant. Les chiffres de l'UNICEF sont alarmants concernant l'outre-mer et la Polynésie n'est pas épargnée. Ici, 2400 enfants font l'objet de mesures d'assistance éducative avec seulement 210 places dans les structures adaptées. Un enfant a le droit d'être en colère, il a le droit d'être triste, mais il a surtout le droit d'être heureux, insiste Ludovic Dupont, le directeur du village SOS de Papara. Cet havre de paix permet à 45 enfants de retrouver un cadre de vie sain. Le reportage de Méréini Gamblin et Nicolas Suire. On a le droit de se soigner, on a aussi le droit de s'exprimer et le droit d'aller à l'école, de travailler. On a plein de choses pour faire les droits de l'enfant. Des droits fondamentaux qui ne devraient jamais être bafoués. Ici, au SOS Village de Papara, les enfants ont tous les jours de quoi manger. Ils retrouvent une vie presque normale. On a rangé dans notre chambre, après on a balayé, après on a fait notre partie copine, notre partie commune, après on est parti se doucher, après on s'est peigné les cheveux, après on est passé à table. Chaque maison du SOS Village est gérée par une tati. 5 semaines ici non-stop pour une seule semaine de repos. Elles donnent toutes de leur temps et de leur amour, inconditionnellement. Allez chercher vos sacs, allez. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tu es là du début. C'est comme une vie familiale hein, ici. Il faut vraiment aimer, je ne sais pas comment il faut expliquer. Il faut aimer, vouloir donner quelque chose à ses enfants. Et le directeur du centre en connaît un rayon après 30 ans en tant que travailleur social. Hier, on a 2 jeunes qui ont cassé des vitres. Donc voilà, c'est toujours compliqué à gérer. Et puis très rapidement, parce que aussi on est formé, on retrouve, je dirais quasiment dans l'instant T, une lucidité. Et puis on va aller à la rencontre des jeunes, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait, pourquoi il y a eu cette colère. Et on va aller travailler autour de ça. Aujourd'hui, au SOS Village, 10 maisons sur 12 accueillent des enfants placés. Pour exploiter 100% de ses capacités, le centre a besoin de nouvelles tatis et de fonds pour remettre les infrastructures en état. Le bureau de veille sanitaire a observé une recrudescence des cas de Covid la semaine dernière. Une trentaine de nouveaux cas ont été détectés. Les patients sont positifs à l'un des 2 nouveaux variants du Covid, identifiés précédemment aux États-Unis et en Europe, où se faire dépister et vacciner. On voit cela avec Kaline Yénard et David Chang. Pour venir faire un test Covid, vu que en ce moment je ne me sentais pas très bien. J'ai eu quelques migraines et vu que ça continuait, du coup je suis venue ici. Akeahi est mal renseigné car ici au dispensaire de sa commune, pas de test ni de vaccination anti-Covid. Seul le vaccin pour la grippe est proposé, comme chaque année, à la même période. Ça commence en général en novembre. Et ça va cette année jusqu'au mois d'avril. Vous faites des vaccins aussi Covid contre Ici, non, c'est dans les pharmacies. Les vaccins et tests Covid sont disponibles dans les pharmacies conventionnées, comme ici à FAA.
J'ai déjà eu 4 vaccins, donc le prochain, ça sera bientôt, là, dès que ça sera possible. La vaccination pour la grippe, quand je suis sur la pharmacie, ils peuvent venir pratiquement quand ils veulent. Je peux vacciner à tout moment, puisque c'est des doses, en fait, unitaires. Par contre, pour la Covid, il faut organiser des petits groupes de 6 à 7 personnes, de façon à pouvoir proratiser les flacons, puisque c'est des flacons de 6 à 7 doses, quoi. La vaccination est recommandée pour les personnes vulnérables afin de les protéger des 2 nouveaux sous-variants du Covid qui circulent en Polynésie. Les 2 souches sont plus contagieuses, donc c'est-à-dire qu'elles se transmettent beaucoup plus facilement d'une personne à l'autre, mais elles ne sont pas associées à plus de sévérité. Donc on ne voit pas les gens qui vont plus à l'hôpital. Le virus peut atteindre des gens qui sont vulnérables, donc en général c'est les gens de plus de 60 ans, des gens avec des comorbidités qui sont éligibles et qui sont recommandés à recevoir le rappel de vaccin qui est accessible actuellement avec leur vaccin contre la grippe. Les lieux de vaccination conventionnés à Tahiti et dans les îles sont répertoriés sur le site de la Direction de la Santé, tout comme la liste des gestes barrières à appliquer pour se protéger des virus. La loi relative aux substances vénéneuses élaborée par le gouvernement Fritsch et promulguée le 5 janvier a été abrogée à l'Assemblée avec 41 voix pour et 16 contre. Selon la majorité, elle manquait d'intelligibilité et lisibilité et comportait un risque de recours de la part de l'État. Retour à la case départ, donc, pour l'opposition, on perd du temps. Le ministre de la Santé rassure, un nouveau texte de loi est prêt, écrit main dans la main avec tous les acteurs concernés. La nouvelle loi devrait entrer en vigueur début 2024. Écoutez la représentante Nicole Sanker, le représentant Édouard Fritsch, puis le ministre Cédric Mercadal. Ils répondent à Mérénie Gamblin. Le risque de ne pas le faire aujourd'hui, c'est que le 6 janvier 2024, il n'y a plus aucune réglementation sur les substances vénéneuses, sur les drogues. Donc en fin de compte, tout serait libéré en Polynésie française. D'où l'urgence de l'abrogation de ce texte aujourd'hui. Cette loi sur les substances vénéneuses est peut-être incomplète. Il faut peut-être effectivement l'améliorer. Mais attention à ne pas faire rêver les gens. J'ai vu le ministre de l'Agriculture intervenir une fois de plus pour dire que ce ne sont pas des cultures sur les terres du gouvernement, sur les terres domaniales, mais ce sont des cultures privées, oui. Mais il ne faut pas oublier que la drogue, le cannabis reste classé drogue. On a quand même décidé de faire un texte sur le CBD, sur le cannabis thérapeutique, qui va être présenté très très rapidement. On a fini avec l'ensemble du comité de pilotage qui regroupait les associations, l'ensemble des services, pour faire une vraie réglementation. Et cette réglementation va être déposée en décembre devant le CESEC, et puis dans la foulée, sera votée en janvier-février par l'Assemblée. Bonsoir Philippe Catelin, bienvenue. Vous présidez le syndicat du chanvre qui existe depuis 2 ans maintenant. Est-ce que c'est pour vous une bonne chose? Est-ce qu'il fallait abroger cette loi selon vous? Oui, c'est avant tout une grande satisfaction parce que c'était une demande que nous avions formulée donc à notre nouveau président Moetai Roderson, puisque certaines de ces dispositions ne nous convenaient pas. C'était l'ancien gouvernement qui avait été trop pressé selon vous pour des raisons politiques et les élections qui arrivaient? Oui, non seulement trop pressé, mais nous critiquions également la procédure, puisque ça a été fait en catimini, sans aucun débat démocratique, j'ai envie de dire. Là, cette fois, le débat a eu lieu. Il y a eu un comité de pilotage avec le ministère de la Santé pour proposer une nouvelle mouture. Alors, quelles seront les priorités dans cette nouvelle version de la loi ? La première chose consistait à rectifier les dispositions qui étaient illégales dans la loi du 5 janvier 2023, notamment sur la classification des graines au tableau des stupéfiants, l'impossibilité d'exploiter la fleur de chanvre pour en extraire le CBD et l'exclusion des praticiens dans l'utilisation des huiles de massage à base de cannabis. Donc il convenait de rectifier tout ça dans un premier temps, parce qu'au-delà de ça, il n'y avait aucune perspective de développement économique ici en Polynésie. C'est ce que vous recherchez, le développement économique. Quel est l'objectif finalement de cette loi? Est-ce qu'il s'agit de soulager les malades qui réclament l'utilisation thérapeutique du cannabis? Oui, c'était très important, mais avant tout, c'était sur le principe d'une égalité également, puisque la loi française permet donc l'exploitation du chanvre, du cannabis non stupéfiant. Il y a une expérimentation en cours sur l'usage médical du cannabis, et ici en Polynésie française, on restait sur une délibération de 1978 qui ne faisait aucune distinction entre le cannabis stupéfiant et non stupéfiant.
Donc c'était très important de mettre à jour notre réglementation. Alors justement, petit moment de pédagogie. Quelle différence entre le CBD et le THC? Expliquez-nous un petit peu ce qu'on veut mettre en place. Alors le CBD et le THC, ce sont des phytocannabinoïdes, donc des principes actifs de la plante de cannabis. La différence entre les deux, c'est que le THC est la molécule psychotrope qui permet justement le classement du cannabis au tableau des stupéfiants, et le CBD n'est pas un stupéfiant. Donc il n'est pas soumis au contrôle du pays. Voilà, il n'y a pas besoin de le contrôler. Et c'est ça que vous souhaitez développer avant tout, avec le chanvre qui s'y prête? Oui, c'est une première étape, disons, dans cette légalisation du cannabis. Bon, bien sûr, l'urgence, c'est de répondre à un besoin de nos malades pour pouvoir se soulager avec des médicaments à base de cannabis, mais également de pouvoir justement exploiter ce CBD, parce que nous attendons derrière un développement économique et social. Les membres de Ahereia Polinetia suggéraient que l'on passe par une phase d'expérimentation à l'image de la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors l'expérimentation qui est menée en France ne vise pas à démontrer l'efficacité du cannabis médical, mais plutôt à tester le circuit d'approvisionnement, de stockage et de délivrance de médicaments à base de cannabis. Une légalisation directe n'empêche pas une expérimentation, et d'ailleurs ça fera l'objet d'une de nos propositions dans la nouvelle loi du pays. Rapidement, est-ce que c'est une première étape? Est-ce que les textes pourront évoluer vers un usage récréatif du cannabis à terme? Alors, l'usage récréatif du cannabis n'est pas de la seule compétence du pays, contrairement au droit de la santé publique, donc là sur le volet médical. Si on parle de cannabis récréatif, donc là, c'est une partage de compétences avec la France, et il y a une loi pénale qui justement sanctionne l'usage récréatif, puisqu'on parle de THC, on considère qu'au-delà de 0,3% de THC dans le cannabis, c'est un stupéfiant. Merci beaucoup Philippe Catelin pour toutes ces explications. Attention au mauvais temps, Météo France étend à la vigilance orange pour risque de fortes pluies aux îles sous le vent. Une légère accalmie est attendue demain, mardi, en journée. Il est notamment recommandé de ne pas s'approcher des rivières en crue. C'est un moment très attendu par la communauté marquisienne, mais aussi par de nombreux amoureux de la terre des hommes, le Matava'a, le festival des arts des îles Marquises. Cette année, il est organisé à Nukuhiva du 16 au 20 décembre. Les délégations des 6 îles représentent 1700 personnes. Le thème cette année, Au'i'itupuna, l'énergie ancestrale. Écoutez les précisions de Heretu Tetahiotupa au micro de Kaline Lénard. Aujourd'hui, on est à un carrefour où les connaissances traditionnelles sont encore portées par des anciens, et il est important qu'on les préserve et qu'on les fasse vivre, parce que dès qu'ils vont disparaître, en fait, on n'aura plus accès à ces informations. Et ces informations sont essentielles parce qu'elles vont définir qui nous sommes profondément. Non, pas seulement l'expression, la forme, c'est-à-dire toutes les manifestations qu'on peut avoir de la culture, mais vraiment sa source, son expression, elle vient d'une vision et elle est portée par notre langue, par notre culture et par nos arts. Et donc c'est important de les mettre en valeur. C'est important aussi qu'on puisse avoir une dissociation dans notre esprit entre ce qui est ancien et ce qui est moderne. Les maires des Marquises qui sont certainement à Paris en ce moment, c'est là que le 105e congrès des maires et présidents d'intercommunalités de France a lieu. 3 jours où 10 000 élus locaux sont attendus par des expositions à Versailles. Comme à l'accoutumée, la première matinée d'échange a été consacrée aux Outre-mer. Et je vous propose de retrouver tout de suite Gaston Tangsang, maire de Bora Bora, aux îles sous le vent. Bonsoir, merci d'être avec nous depuis Paris, surtout qu'il est très tôt. Parmi les thèmes abordés ce matin, les problématiques liées au coût de la vie et aux besoins des maires d'accéder au foncier. C'est un sujet qui vous parle? Oui, bonsoir Cybèle. Et cette journée consacrée aux élus de l'Outre-mer en marge ou en pré-ouverture du grand congrès des maires qui va rassembler plus de 10 000 élus à Porte de Versailles. Nous étions à peu près un petit millier au Palais des Congrès hier pour nous, mais ce matin pour vous. Et pour aborder les 2 thèmes du congrès de cette journée Outre-mer, à savoir le foncier et la cherté de la vie. Pour la cherté de la vie, notre président Cyril Tétouanoui nous a bien représenté à la table ronde et a bien indiqué l'écart de prix qui existe entre nous et la métropole, et du fait de l'éloignement de notre pays par rapport à la France ou aux pays
fournisseurs de la Polynésie française. Quant au foncier, nous avons, c'est vrai, une particularité par rapport aux autres outre-mer. Nous avons un tribunal foncier dédié à régler ces problèmes fonciers connus depuis très longtemps en Polynésie française. Et grâce, effectivement, je vous souvenez, à l'intervention de notre président Édouard Fritz, qui a permis l'installation de ce tribunal foncier en Polynésie. Et c'est une chance pour nous. Et en réalité... Est-ce que les mairies pourront disposer de foncier pour éventuellement apporter des logements aux familles en difficulté? Les communes, effectivement, ont soit naturellement, dans la constitution du patrimoine immobilier communal, à la création des communes, disposer déjà des assiettes foncières pour les besoins de la mairie, construction des écoles, faire des servitudes, construction des mairies annexes. Mais pour ce qui est des logements, nous n'avons pas malheureusement naturellement du foncier, soit on passe par des acquisitions, soit qu'on demande au pays de nous céder des parcelles domaniales. Et le thème aussi qui a été abordé à l'occasion de ce congrès des maires, il s'agit de l'eau. Vous connaissez le problème de Mayotte. Il y a une pénurie grave d'eau et on pourrait effectivement se souvenir que même notre île Bora a connu cette période de pénurie d'eau, tout simplement par la ressource manquée. Mais on s'est dit, bon, il pourrait peut-être s'inspirer de l'expérience que nous avons connue à l'occasion de ce règlement de ce problème d'eau, notamment l'expérience acquise en matière d'osmoseur inverse pour faire de l'eau de mer, de l'eau potable pour la population. Et le thème principal de ce congrès, qui va être abordé d'ailleurs, commencé à aborder aujourd'hui, il s'agit effectivement du thème inspiré des violences qui ont eu lieu en France, ici en particulier à Paris, à savoir que beaucoup de mairies ont été menacées et le thème de ce congrès, c'est communes attaquées, c'est la République qui est menacée. Effectivement, les communes, ce sont les fondations, les cellules de base de la République et ça, on va aborder ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est que le Sénat déjà s'est saisi de ce dossier, a même adopté une loi permettant de protéger les maires dans leur fonction d'élus. Et ces sujets-là vont être abordés tout au long du congrès. Merci beaucoup Gaston Tong-Sang pour toutes ces précisions. On vous souhaite un bon congrès, encore 2 jours donc à Paris. On part au Salomon à présent pour les 17e Jeux du Pacifique. Premier jour des Jeux et première médaille d'or. Sans plus attendre, je vous propose de retrouver nos envoyés spéciaux pour un focus sur 3 disciplines. Le tennis de table, la natation et bien sûr le judo, où les athlètes ont tout donné. Melissa Chong, Alihoe Tefafana et Gilles Taoutou. Terei Matuatini Bob est la première athlète à remporter l'or pour Tahiti après une finale 100% polynésienne. Submergée par l'émotion, c'est dans les bras de ses amis qu'elle laisse couler ses larmes. Des larmes de joie certes, mais pas seulement. En 2019, j'ai fait une médaille de bronze. Au retour, j'ai eu l'accueil de ma maman. Et après les Jeux de 2019, je suis rentrée en métropole pour le sport-études. Et en 2020, à mon retour, elle n'a pas pu m'accueillir à l'aéroport. Et voilà, on va dire que 2019, le retour des Jeux, c'était son dernier accueil, quoi. Parce que du coup, en 2020, elle est décédée. Elle est pour elle, la médaille? Voilà. C'était pour elle. Jérémy Picard décroche également une médaille d'or en plus 100 kilos. En finale, il retrouve un de ses anciens adversaires 17 ans plus tard. Entre-temps, Jérémy est au plus bas. Il persévère et cela paye. Moi, j'ai eu une préparation chaotique en plus. J'ai eu une grave maladie en début d'année. Je suis très content de gagner au jeu ce soir. C'est vraiment la récompense d'un gros travail pour guérir vite, pour pouvoir être présent aujourd'hui et pouvoir gagner. C'est magnifique. En tennis, Meheti Abouzi et Tavero Chung ne passent pas les tours qualificatifs.
Elle s'incline face aux Salomonaises 3-7 à 1. En revanche, chez les hommes, l'équipe fait un sans faute et se dirige directement en finale de ces Jeux. Tahiti devra battre Guam pour décrocher l'or. Et puis du côté du bassin, l'euphorie des spectateurs a fait trembler les plots de départ. Lily Pais compte bien en découdre pour sa première participation aux Jeux du Pacifique. Après quelques minutes, le résultat tombe. Lily Pais se hisse sur la 3e marche du podium. Pas peu fière, puisque face à elle, ses adversaires sont plus que redoutables et concourent notamment aux Jeux Olympiques et aux Championnats d'Europe. Je l'ai très bien vécu, je me sentais bien dans l'eau et j'ai tout donné et ça a payé. Une médaille en appelle une autre. Aux 400 mètres nage libre chez les hommes, Naël Roux décroche une médaille d'argent à seulement 4 centièmes de la première marche. Un score qu'il accueille avec beaucoup de philosophie. Je l'ai vécu avec le cœur, je l'ai pas vécu avec la tête. Et je pense que c'est le plus important quand on nage et quand on fait n'importe quelle chose, c'est de le vivre au fond de soi-même. Et ça aide à nager plus vite, quoi. Pour les pongistes polynésiens, les compétitions pour se qualifier en finale s'enchaînent. Ils se sont confrontés aux athlètes de Palau, des îles Kiribati et de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Malgré la fatigue, les équipes restent concentrées sur leur objectif, ramener l'or, en espérant répéter l'histoire de 2015 où Tahiti s'était paré d'or en tennis de table. La chance qui n'était pas du côté des Tahitiennes cet après-midi en football féminin. Vous avez peut-être suivi le match sur nos antennes. Il s'est terminé par un match nul, 2 buts partout. Tahiti, pourtant en supériorité numérique, menait 2-0 pendant plus de 80 minutes. En deuxième mi-temps, lors du dernier quart d'heure de jeu, les Tonga ont égalisé. Les Tahitiennes seront 2e ou 3e du groupe. Elles ne se qualifient pas pour la demi-finale. Tahiti comptabilise pour le moment 2 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 7 médailles de bronze. C'est la Nouvelle-Calédonie qui est en tête. Et ce soir, Malouki Duri commentera le match des hommes, cette fois entre Tahiti et Fidji, à partir de 21h50. Ce sera en direct sur nos antennes. Un concours de pêche lagonaire hors période du Heiva, c'est ce qu'a proposé ce week-end l'association Tautei Naroto no Bora Bora. 5 équipages se sont lancés le défi. Le couple Marc et Moeana a gagné grâce à quelques ohiri et quelques roi. Seule obligation, la taille des poissons. Elle doit dépasser les 12 cm. Écoutez la présidente de l'association organisatrice au micro de notre correspondant Tamatea Terorotua. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de raies, ohiri et oe aussi. Pour une première, franchement, je félicite déjà mon comité, les pêcheurs qui sont venus participer et je peux être que fière de mon association. C'est une pêche à l'ancienne, comme notre Tupuna nous a appris, ou maman ou papa, en pêchant sur le quai, c'est pêcher au nylon, sans artificiel. Et je vous rappelle l'information principale de ce journal. Le 20 novembre marque la journée mondiale des droits de l'enfant. Les chiffres de l'UNICEF sont alarmants concernant l'outre-mer. En Polynésie française, 2400 enfants font l'objet de mesures d'assistance éducative, avec seulement 210 places dans les structures adaptées. Parmi elles, le village d'enfants SOS de Papara. Au programme de votre soirée sur la première, la série Abyss, puis à 21h50, le match Tahiti contre Fidji. À la une de Tahiti Info demain, faire retentir le savoir ancestral des marquises. Voilà pour les informations de ce lundi. Passez une excellente soirée sur nos antennes et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet